Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Cet ouvrage s'inscrit dans l'époque historique contemporaine, en soulignant le contexte psychosocial actuel, marqué par les mouvements migratoires, le déplacement des populations et l'accueil des réfugiés de guerre. Du point de vue psychologique, mais aussi sociologique et anthropologique, la culture ne se limite pas à inculquer à ses membres des systèmes référentiels. L'empiètement culturel dans la personnalité permet d'évoquer les conceptions de personnalité sociale dominante, de personnalité de base, de caractère social, ou encore de moi social primitif. Le terme psychanalytique de communauté de soi peut correspondre en psychologie au concept des identités culturelles, dans la mesure où la représentation de soi est socialement construite et individuellement intériorisée. En fait, l'empiètement culturel dans le développement de la personnalité suscite quelques interrogations conduisant à reformuler des questionnements. Les études interculturelles ont souvent interpellé quant à l'impact des champs culturels, sociaux et institutionnels qu'ils ont sur le processus de formation de l'identité. Si la diversité des normes sociales peut avoir des effets sur la construction de l'identité, l'opposition entre des codes culturels pourrait avoir plus d'implications psychologiques importantes. On est en droit par ailleurs de poser la question sur l'ampleur de cet impact dans le cas de deux systèmes culturels et référentiels fortement antagonistes, tel est le cas entre l'Orient et l'Occident. De même, on s'interroge surtout sur la situation psychologique des femmes dans la société, lorsque le milieu socioculturel est marqué par un dédoublement normatif, voire un morcellement référentiel. L'ère de la mondialisation est caractérisée par le libre-échange des marchandises et des idées, la libre circulation des individus et des cultures et l'effacement des frontières et des identités. À notre époque, il est loisible d'observer paradoxalement un malaise dans la civilisation. Parallèlement à l'échange des produits se développe aussi l'exportation des cultures, des valeurs et des identités. Vraisemblablement, l'émigration des populations vers les sociétés industrialisées est corrélée par la migration des cultures occidentalisées. Ce n'est pas seulement les frontières qui s'effacent, les identités et les singularités culturelles aussi. Toute identité reste tributaire d'un soutien permanent de la communauté sociale, pour assurer sa continuité, son unité et sa solidité. En ce sens, l'identité est en certain sens une entité psychologique fragile. L'effacement des frontières a créé inéluctablement la juxtaposition de milieux interculturels à proximité ou à distance, et même parfois des milieux virtuels. Chaque individu est devenu concerné par la mentalité et par le malaise de l'autre. Dans son propre milieu socioculturel, l'individu aurait tendance à se distinguer en mettant en valeur son identité singulière, tant que son identité collective est maintenue par son groupe d'appartenance. Cependant, dans un contexte de contact multiculturel, il semble que l'identité culturelle soit remise en question, compte tenu de l'absence du groupe, d'où l'état de fragilité que traverse chaque étranger en face de l'autre, en face d'un miroir qui risque de déformer son image. Dans ce contexte interculturel, l'individu semble mettre en avant son identité collective. Ainsi, son identité culturelle est remise en question et risque de se transformer en une identité multiculturelle. La mondialisation n'a fait que rendre toute identité encore plus interculturelle. Dans ce contexte interculturel s'installe un rapport de force entre les autochtones et les migrants, une relation basée sur un rapport nominal entre la minorité et la majorité. La puissance politique et économique y joue un rôle déterminant en aboutant à établir un ordre de dominance sur les minorités immigrées. Ce rapport de domination induit la prévalence de certaines valeurs culturelles et idéales aux dépens d'autres. Il est aussi vraisemblable de concevoir l'ensemble de ces interactions, sociales et personnelles, dans un rapport dialectique, dans la mesure où les influences deviennent réciproques et alternatives. Face au contact entre cultures, les réactions peuvent s'exprimer à travers un repli communautaire, culturel et narcissique, de la part de la population immigrée et par un probable ethnocentrisme, culturel et défensif, de la part de la société d'accueil. Lorsqu'une société impose l'assimilation comme la règle d'insertion de ses hôtes, certains parmi eux risquent l'exclusion. Le processus de l'acculturation, habituellement évoqué pour désigner exclusivement les immigrés,
semble toucher aussi les autochtones. Eux aussi semblent subir ce phénomène dans leur propre milieu socioculturel. L'enculturation et l'acculturation sont désormais deux processus dynamiques et évolutifs. Dans un milieu surchargé d'ambiguïté et de contradictions des systèmes normatifs, tout acte d'enculturation se transforme en processus d'acculturation. Sur le même territoire géographique, des identités collectives peuvent se distinguer et même s'opposer. Dans ce cas, l'identité culturelle n'est plus collective. Sous l'emprise interculturelle, les identités culturelles contemporaines sont marquées par des remaniements permanents. Toute culture est encore une organisation de plus en plus complexe, dynamique et encore interculturelle. En outre, la migration des valeurs et des normes peut être ressentie par les indigènes des pays politiquement et économiquement dominés comme une invasion, voire une intrusion culturelle insidieuse. Être conscient de la fragilité de son identité syncrétique pousse certaines personnes à forcer les barrières pour se réfugier dans un repli culturel narcissique, d'avance mis en échec. Le refus, le rejet et le repli auront dans ce contexte la valeur d'une défense ou d'une résistance, permettant la préservation de l'identité culturelle. Le fondamentalisme, l'intégrisme et le nationalisme seront psychologiquement des modes défensifs révélant une prégnance d'une angoisse envahissante. Du point de vue psychologique, tout fondamentalisme est aussi le syndrome d'une angoisse, une peur mal maîtrisée en face de l'autre, l'intrus. Ce fondamentalisme est aussi le signe clinique d'un malaise. L'intégrisme religieux est le syndrome de cette angoisse. L'intégrisme est la maladie de la religion. Dans ce travail, on s'interroge précisément sur les implications cliniques psychologiquement possibles du dédoublement socioculturel sur le développement du moi. On se pose particulièrement la question de savoir si la construction identitaire chez les femmes de culture arabo-musulmane est marquée par une certaine confusion référentielle, ou si elle est tributaire d'une élaboration synthétique face à deux statuts sociaux antagonistes qui leur sont assignés. Il s'agit de s'intéresser aux mécanismes psychodynamiques impliqués dans la construction identitaire, dans des milieux interculturels. Le milieu interculturel est caractérisé par le dédoublement de ces systèmes référentiels. Un tel dédoublement peut être perçu comme une contradiction normative. Un conflit d'ordre socioculturel pourrait exprimer le signe d'un morcellement socioculturel. Cet ouvrage se centre sur l'étude de la construction identitaire chez des femmes d'origine et de culture arabo-musulmane en France. Ce travail aspire à déceler les retombées éventuelles sur l'identité féminine, sous la contrainte de la tension psychique relative à la condition interculturelle. Il s'agit précisément de tenter de décrypter les représentations sociales sur lesquelles repose l'identité culturelle, et de déceler ces manifestations psychodynamiques chez des femmes, prises en otage entre deux systèmes normatifs et référentiels différents et antagonistes. Ceci s'ouvre sur plusieurs secteurs psychologiques. Pour aller jusqu'au bout de mes réflexions, je me pose la question pour savoir si le morcellement du champ social est corrélé cliniquement avec un risque d'éclatement de la structuration du moi. Pour étudier la question identitaire, la multiplicité des disciplines, la divergence des théories et la diversité des méthodes invitent à adopter une démarche multidisciplinaire qui toutefois ne peut être exhaustive. En psychologie interculturelle, un milieu social marqué par le contact des cultures provoque une mobilisation psychique intégrale pour développer de nouvelles modalités adaptatives. Il s'agit de stratégies identitaires, évoquant de nouvelles formes d'adaptation susceptibles de faire face à la complexité de la condition interculturelle. Comme attitude réactionnelle, ces modalités adaptatives représentent des stratégies d'acculturation, du fait que l'opposition entre des référents socioculturels, des repères et des attitudes peut générer un conflit psychique sous forme de stress d'acculturation. En termes cliniques, cette notion de stress d'acculturation pourrait correspondre au concept de crise d'identité. Ces répercussions possibles sur l'identité peuvent se manifester à l'âge adulte, sous forme d'une identité négative ou d'une identité clivée. Sur le plan clinique, cette identité aliénée semble s'associer à une représentation de soi dévalorisante et se manifester à travers des signes cliniques et parfois pathologiques. La formation de l'identité se déroule dans un contexte inéluctablement culturel, sous forme de processus de construction identitaire dynamique.
L'effacement des frontières culturelles étanches, sous l'effet de l'envahissement interculturel, a su transformer, semble-t-il, la structure de la culture en une organisation dynamique, où se joue une communication idéale et référentielle, créant ainsi des milieux interculturels divers. La construction identitaire est impliquée dans ce contexte de contact et d'échange entre les cultures, pour devenir une élaboration d'une identité interculturelle. Toute identité est en certain sens une entité psychologique interculturelle. Cette identité interculturelle représente non seulement une production sociale collective, mais aussi une production individuelle d'une probable synthèse entre des systèmes référentiels contradictoires. En se référant aux études cliniques, on est en mesure de supposer que sous l'effet de l'opposition entre des systèmes de valeurs-attitudes irréconciliables, la difficulté à s'adapter à cette complexité interculturelle risquerait de se manifester à travers des implications psychologiques et parfois cliniques ou pathologiques. Cet échec à résoudre le conflit psychique qui en découle pourrait affecter l'intégrité du moi, sous forme de manque de structuration du moi. Ceci dit, il est toujours possible d'élaborer une synthèse dynamique entre ces systèmes normatifs antagonistes. Cette capacité à se construire une identité interculturelle dynamique repose sur un effort intellectuel et promet un réconfort psychique et une richesse cognitive. Dans un climat de contact entre des groupes socioculturels différents, l'individu semble contraint de mettre en avant son identité collective, en fonction des contextes situationnels interactifs et intersubjectifs. Pour cela, cet ouvrage se centre sur le cas d'une catégorie sociale française enracinée dans la culture arabo-musulmane, une communauté qui vit sous l'effet d'une opposition entre deux modèles culturels, entre la famille et la société. Plus spécifiquement, il s'agit d'étudier le cas des femmes. Entre la culture de l'Occident, représentée par la société d'accueil française et ses impératifs juridiques laïques et modernes, et la culture orientale d'origine arabo-musulmane, les femmes de la deuxième et la troisième génération de l'immigration maghrébine en France demeurent partagées entre deux modèles culturels et idéels, ambigus et souvent contradictoires. Victimes d'inégalités sociales, les femmes continuent à subir la discrimination d'une catégorie sociale vis-à-vis d'une autre, dont la cause semble se rattacher à leur identité corporelle. Dans un contexte culturel caractérisé soit par la contradiction soit par l'ambiguïté de ces valeurs normatives, les femmes deviennent les cibles les plus touchées d'injustice et de discrimination face à des systèmes normatifs et référentiels confus qui fragilisent la société tout entière. Prises au piège d'une société marquée par son ambiguïté normative, entre le juridique et le social, les femmes sont au centre d'une lutte qui perdure entre l'être et le devenir. En effet, cette position fragile qui peut être qualifiée d'apartheid de genre que subissent les femmes, mérite à mon sens, une investigation psychologique d'ordre clinique. En effet, ce livre est un parcours d'un texte qui traverse la philosophie, l'anthropologie, la sociologie et les sciences psychologiques, de la psychologie interculturelle, la psychologie sociale, la psychologie cognitive jusqu'à la psychanalyse, dans l'espoir de frayer une voie possible pour une étude clinique. D'ailleurs, le sujet renvoie à un champ notionnel ouvert sur plusieurs disciplines des sciences humaines et sur multiples secteurs des sciences psychologiques. La consultation des études psychologiques réalisées dans le champ de la recherche interculturelle a joué un rôle décisif pour adopter certaines doctrines. Sur le plan théorique, la consultation de la littérature spécialisée a favorisé le développement d'un concept clé qui représente la notion de base à ce travail, le terme d'identité. La notion d'identité invoque le souci de délimitation conceptuelle, compte tenu des multiples facettes que comporte ce terme. Tout d'abord, l'identité est personnelle, mais elle est aussi sociale et collective. Elle se rattache au statut et au rôle ainsi qu'à des systèmes référentiels d'ordre culturel. Elle évoque aussi bien une appartenance groupale qu'une singularité psychologique. Elle s'inscrit aussi bien dans une dynamique de groupe que dans une psychodynamique interne et individuelle. Certes, la consultation des études réalisées dans le champ de la psychologie interculturelle a permis de tirer certaines observations et d'en déduire quelques enseignements. Or, les résultats des recherches interculturelles se manifestent souvent comme des données éparpillées, en fonction de la rareté des modèles théoriques de synthèse. Ces données sont parfois exposées d'une façon sommaire, en dehors de tout modèle théorique de référence.
Le développement de certains modèles théoriques par les écoles francophones et anglo-saxonnes ne semble pas parvenir à proposer une théorie de synthèse. En outre, ces études interculturelles demeurent généralement centrées sur les groupes minoritaires comportant des catégories sociales issues des mouvements migratoires. D'ailleurs, les résultats relativement élémentaires ont invité certains auteurs à avoir recours à la méthode clinique. Effectivement, en se basant sur l'ensemble de ces observations et en s'inspirant des propositions de certains auteurs, ce travail adopte l'approche clinique. Ce choix sous-tend l'espoir de pouvoir pousser la recherche dans le champ interculturel vers des analyses psychodynamiques. Ce travail aspire à approfondir les études antérieures grâce à des interprétations cliniques supplémentaires sur les modalités adaptatives des individus vivant dans des milieux interculturels. Ceci dit, il semble intéressant de se poser la question sur l'intérêt et la pertinence d'une méthode psychologique qui se réclame individuelle lorsqu'il s'agit d'une étude de groupes sociaux. D'après la théorie de la Gestalt, la dynamique du groupe dépend essentiellement de l'ensemble des interactions entre ses membres. Il semble donc soutenable de penser que le passage des entités psychologiques individuelles à la dynamique groupale peut s'inscrire dans un rapport d'interaction et d'influence mutuelle. En d'autres termes, une analyse de l'organisation psychodynamique individuelle peut offrir des enseignements cliniques pointus sur les caractéristiques psychologiques des membres du groupe. En ce sens, les manifestations cliniques individuelles sont censées enrichir les connaissances sur la dynamique du groupe concerné. En effet, l'adoption d'une approche clinique vise à identifier les propriétés psychodynamiques des membres appartenant au groupe d'études. L'orientation clinique vise donc à renouveler la psychologie interculturelle par le recours à d'autres moyens d'investigation et à approfondir les résultats des recherches dans le champ interculturel. De la psychologie interculturelle à l'approche clinique, ce travail s'inscrit effectivement dans le courant de la psychologie interculturelle à perspective clinique. En se penchant sur le cas de la catégorie féminine, la problématique renvoie aux impacts psychologiques de l'emprise interculturelle sur le genre notamment féminin, sur l'identité féminine et sur la psychologie des femmes. La question soulève les rapports entre l'identité individuelle et l'identité culturelle, dont les interférences ne semblent pas évidentes ou facilement appréhensives. Précisément, ce livre porte sur les implications psychologiques et les manifestations psychodynamiques chez des femmes d'origine et de culture arabo-musulmane en France, lorsque le milieu socioculturel manifeste un dédoublement des normes et des références. Ce travail souhaite montrer que d'une part, le dédoublement des systèmes référentiels défait le processus de construction de l'identité culturelle, et d'autre part que l'instabilité de cette identité culturelle affaiblit la chance de se construire une image de soi solide et positive. Dans le cas des femmes, il semble que cette catégorie sociale soit doublement atteinte du fait de l'ampleur du dédoublement socioculturel et de l'emprise interculturelle sur leur identité et possiblement sur leur image de corps. Dans cet ouvrage, on s'interroge que devient l'identité culturelle chez des femmes prises en otage entre des systèmes référentiels et des repères socioculturels différents et souvent contradictoires. Si l'identité existe, on est en droit de se demander sur les particularités relatives à la psychologie des femmes. On est aussi en mesure de se questionner comment ce tiraillement idéal et référentiel émerge sur le territoire d'un pays dont les normes et les lois se déclarent modernes. Concernant le développement théorique, le premier chapitre développe le concept d'identité. Cette notion s'avère comporter plusieurs facettes, dont la délimitation conceptuelle s'annonce une tâche assez complexe. Entre l'appartenance culturelle et l'insertion sociale, entre les statuts et les rôles, la notion d'identité est un terme complexe. Le deuxième chapitre développe la dynamique de la composante psychodynamique relative à l'identité individuelle. Cette partie permet en outre de conclure sur la conception d'une construction identitaire, comme processus de formation de l'identité. Le troisième chapitre introduit le contexte social à caractère interculturel au cours de la formation et l'acquisition de l'identité culturelle. Ce chapitre met l'accent sur le passage des processus de l'enculturation à l'acculturation, lorsque l'identité culturelle se façonne pour évoluer et devenir synthétique et dynamique. Pour étudier l'impact du dédoublement du champ social sur les interrogations identitaires chez les femmes d'origine arabo-musulmane en France,
on est en droit d'émettre l'hypothèse selon laquelle, face à l'emprise interculturelle, toute identité culturelle est façonnée par l'influence du contact des cultures et des interférences normatives pour devenir encore multiples et évoluer en identité interculturelle. Sans prétendre étudier la psychologie des femmes, ce travail se centre sur le cas des femmes françaises de culture de référence arabo-musulmane. Ces femmes subissent le contact des cultures d'une façon directe et permanente. L'approche clinique adoptée impose un nombre restreint de cas. Afin de neutraliser une quelconque intervention d'autres variables parasites, l'âge a été choisi entre 20 et 45 ans. Parmi ces femmes interviewées, cet ouvrage présente 3 études de cas relativement représentatifs du groupe étudié. En fait, l'adoption d'une démarche multidisciplinaire centrée sur une approche clinique porte l'espoir de pouvoir inscrire les données psychodynamiques individuelles au sein d'un tableau psychologique propre au groupe d'études concerné. De même, le recours à une approche clinique pose indéniablement la question de la généralisation, compte tenu du problème de représentativité des échantillons par rapport à la population désignée. Or, l'étude clinique repose sur la sélection d'un groupe relativement restreint. En effet, ce travail aspire à apporter des applications pratiques et des enrichissements théoriques. L'adoption d'une approche clinique dans le secteur de la recherche interculturelle n'est pas une intrusion, pas plus qu'elle n'est une promesse pour proposer un approfondissement théorique et pratique de ce champ d'investigation. En ce sens, le recours à des outils habituellement liés à la pratique clinique aspire à affiner les résultats des recherches interculturelles. Enfin, la clinique est une rencontre, mais elle est aussi une investigation, voire une redécouverte. Chapitre 1 – Éléments théoriques relatifs à la notion d'identité, l'identité collective et sociale. Introduction. Le terme d'identité frappe par son ambiguïté, probablement due à sa diversité. En plus, cette diversité est triple, puisqu'elle est à la fois dimensionnelle, disciplinaire et conceptuelle. Une telle diversité semble rendre cette notion imprécise. La diversité dimensionnelle s'exprime par les multiples façades identitaires que pourrait acquérir un individu, entre l'identité personnelle en tant qu'individu unique, identité sociale comme agent social, et l'identité collective supposant une suprastructure culturelle. La diversité disciplinaire présente l'identité comme une entité conceptuelle interdisciplinaire, au centre de plusieurs champs théoriques et au carrefour de certains secteurs psychologiques. La psychologie génétique, la psychologie sociale, la sociologie, l'anthropologie psychanalytique, l'anthropologie, la phénoménologie présentent la notion d'identité comme un terme indéfinissable en dehors du modèle théorique. Une définition consensuelle devient d'une tâche difficile. Il paraît donc que c'est plutôt le modèle d'approche qui détermine aussi bien la problématique de la question identitaire que sa définition. Cette difficulté se renforce par la diversité conceptuelle, qui est due à la multiplicité disciplinaire. Au sein de la même discipline, la question de l'identité est appréhendée différemment selon les modes d'approche adoptés. La majorité des dictionnaires en psychologie qui ont traité le terme d'identité renvoient souvent, soit à la notion de crise d'identité, selon une approche clinique et pathologique, soit à l'identité du genre, comme identité sexuelle culturellement déterminée. Dans le Dictionnaire de la psychologie, 1978, Fröhlich définit l'identité comme terme désignant une unicité relativement durable, reposant sur une relative constance d'attitude et d'objectifs de comportement dans le regard que l'on a sur soi-même et sur autrui, page 206. Cependant, dans Dictionary Psychology, A.M. Coleman 2001, désigne seulement la dimension psychopathologique de la question, au sens d'une crise d'identité exprimant un trouble identitaire dissociatif ou d'un trouble identitaire de genre. Sous la direction de Roland Doran et de François Parrot, le Dictionnaire de psychologie, 1991, donne une définition générique à savoir que l'identité a un caractère de ressemblance au même. La correspondance entre identité et même accent aigu comporte des racines philosophiques. En se basant sur la conception de J.P. Bronckart, ayant développé le sens d'une identité temporelle comme forme de permanence de l'objet, la psychologie expérimentale définit l'identité phénoménale comme processus par lequel, dans certaines tâches de perception d'un mouvement apparent ou réel, l'objet en mouvement est vu comme seul et même objet.
Dictionnaire de psychologie, R. Doran et F. Parot, 1991, page 360. À ce sujet, R. Doran et F. Parot distinguent l'identité individuelle de l'identité sociale. Cette distinction est importante sur le plan théorique, puisqu'elle en explique les nuances par les différentes dimensions du champ de travail. L'identité individuelle, c'est l'identité personnelle résulte de l'expérience propre à un sujet de se sentir exister et reconnu par autrui en tant qu'être singulier mais identique, dans sa réalité physique, psychique et sociale. Ibidem, page 360. Cette définition met l'accent d'une part sur un sentiment personnel perçu, et d'autre part sur le fait que ce soit le résultat d'un contact avec autrui. L'identité personnelle est une construction dynamique de l'unité de la conscience de soi, au travers de relations intersubjectives, des communications langagières et des expériences sociales. Ibidem, page 360. L'identité, dans ce sens, semble être un processus dynamique d'une représentation de soi dans un milieu environnant. C'est aussi un sentiment subjectif d'une existence et une permanence avec autrui. C'est donc un processus à la fois affectif et cognitif. Cette permanence de l'existence exige une certaine cohérence, une stabilité et une capacité de synthèse intra- et interpersonnelle. Cette synthèse semble nécessaire dans la mesure où elle assure des fonctions de régulation permettant l'adaptation de l'individu aux changements possibles et assurant la défense face au risque de confusion et de diffusion de l'identité, voire de clivage ou même de morcellement. Ces considérations permettent d'éclaircir ce principe organisateur des modalités d'adaptation, source de la force du moi. L'identité semble marquer un signe d'adaptation, car son altération pourrait causer des répercussions psychopathologiques. Lorsque la part originaire de l'identité ne peut être investie, l'équilibre de la personne en est affecté. Ibidem, page 360. Dans ce sens, l'identité en tant que processus psychosocial semble déterminer l'intégrité psychique et l'intégration sociale de l'individu. Il est aussi, paraît-il, un mécanisme d'adaptation à la réalité sociale. Il s'agit d'un passage d'une identité acquise vers une autre à construire, lorsque les individus se trouvent dans la nécessité de se définir eux-mêmes et de redéfinir leur position. En fait, l'identité collective semble refléter un certain besoin de référence à un groupe, social et ethnique. En sociologie, le terme d'identité exprime souvent la construction de quelque chose et sa possession. L'individu définit sa propre identité en assumant l'histoire de son groupe d'appartenance et en s'y intégrant. Cette construction inclut les facteurs extérieurs, historiques et environnementaux, qui contribuent à l'élaboration de l'identité collective de chaque individu. En psychologie développementale, l'identité est la résultante aussi d'une construction, notamment personnelle. Elle dépend donc d'une évolution génétique, et plus précisément d'une maturation psychologique. C'est une participation active, de la part de l'individu dans la construction de sa propre identité. Elle obéit, semble-t-il, au développement cognitivo-affectif. Pour le courant constructiviste, chaque individu aurait la responsabilité et l'exigence de construire une identité, pour qu'elle soit acquise et assumée. En fait, il est soutenable de supposer que le terme d'identité n'est définissable que par rapport au secteur de son étude. Cette notion d'identité est devenue plutôt tributaire de son champ de recherche, et donc c'est l'approche qui donnera sa définition et ses délimitations à ce concept. L'appartenance de l'individu à une communauté, à une culture, son adhésion à un groupe social et son adaptation à un contexte culturel, par lequel il s'identifie lui-même, représente ce quelque chose qu'on pourrait nommer identité. Mais cette nomination reste tributaire de son champ d'investigation et de l'approche théorique adoptée, qui sont deux paramètres pour définir et délimiter le concept d'identité. Ces conceptions soulevées par les pensées philosophiques, les courants psychologiques et les sciences sociales orientent à aborder la notion d'identité collective, sinon culturelle. Puisque que la question se porte sur une dimension collective, l'approche anthropologique pourrait enrichir cette conceptualisation. I1, IDENTITE collective. L'identité collective touche plusieurs disciplines des sciences sociales et de multiples secteurs des sciences psychologiques. Plus précisément, cette notion peut être étudiée selon plusieurs approches, anthropologiques, sociologiques et psychologiques. I1.1.
Point de vue anthropologique. Ayant dirigé et publié un séminaire autour du concept de l'identité, Claude Lévi-Strauss, 1977, ouvre le débat sur les conditions objectives qui expliquent la crise d'identité de l'époque. Partant d'une réflexion philosophique, il propose d'étudier la conceptualisation de l'identité dans l'optique d'une certaine ressemblance avec la biologie moderne. L'auteur pose la question sur la validité de l'aspect opérationnel du concept. Lévi-Strauss admet aussi bien la difficulté à cerner cette notion que la nécessité de la redéfinir. Cette difficulté est due probablement à l'extension de ce concept à plusieurs secteurs de la psychologie et aux sciences sociales. Pour l'auteur, le thème d'identité intéresse toutes les disciplines portant sur l'être humain, la philosophie incluse, et toutes les sociétés qu'observent les ethnologues et les anthropologues. La délimitation du champ d'implication de ce concept reste vaste et imprécise. De la philosophie à la biologie, de l'ethnologie à l'anthropologie et de la psychologie sociale à la psychologie clinique, le thème de l'identité demeure posé. Critiquant la conceptualisation substantielle de l'identité, Lévi-Strauss propose de faire la synthèse entre les multiples éléments culturels que propose chaque société. Au-delà d'une structure acquise d'emblée, l'identité dépend d'une élaboration, mieux encore d'une reconstruction des contenus culturels et de leur intériorisation. Aucune des sociétés constituant un échantillon fortuit ne semble tenir pour acquise une identité substantielle. Elle la morcelle en une multitude d'éléments dont pour chaque culture, bien qu'en termes différents, la synthèse pose un problème. Lévi-Strauss, 1977, page 11. C'est effectivement la diversité des contenus culturels qui, d'une part, exprime l'éclatement de cette identité substantielle, et d'autre part explique la difficulté de la synthèse. Cet effort de reconstruction s'impose d'emblée à toute société. La synthèse des multiples éléments culturels exige un double effort d'élaboration, aussi bien de la part de la collectivité que de la part de l'individu. La société moderne qui a remis en question le rapport entre l'homme et la femme a développé par la suite une nouvelle organisation sociétale, fondée sur la règle de l'égalité, signe de sa modernité. Alors que les sociétés primitives ferment les limites de l'humanité aux frontières de la tribu, les classifications totémiques rendent vaine cette fermeture. La question de l'identité est désormais posée dans sa dimension relationnelle, et plus précisément dans la relation avec ceux vivant derrière les frontières du groupe social. La construction de l'identité implique par conséquent l'autre. Lévi-Strauss suppose que l'identification à l'autre suppose un refus d'identification à soi. Il s'agit d'un passage de l'amour de soi vers l'amour de l'autre, par l'attachement à l'espace qui les unit. L'autre est donc une condition à l'identité de soi, une sorte d'affirmation de cette identité. La construction identitaire est un rapport à l'autre, une relation qui traduit l'ensemble de cette interaction. Françoise Héritier, in Lévi-Strauss, 1977, en étudiant la société africaine Samo, conclut que l'identité de l'individu est ce que la société lui lègue de son identité collective. Tout prouve que l'individu n'a d'autre identité que celle dictée par la volonté collective du groupe qui lui assigne sa place. Héritier, 1977, page 70. C'est une sorte de maintenance de ce membre à l'intérieur de ce groupe. L'acquisition d'une identité est dans ce sens une attribution de l'identité collective du groupe à l'ensemble de ses membres. L'appartenance à un groupe social détermine l'acquisition d'une identité. La maintenance de cette appartenance au groupe semble être conditionnée par l'acceptation de son identité collective. Toute transgression est à la fois violation du contrat social d'appartenance et atteinte à la personne elle-même dans son identité. Pas seulement une simple désobéissance au groupe, elle représente une atteinte même à l'individu, puisque son identité est remise en question. Toute identité collective est tributaire d'une appartenance sociale. Or, au sein d'une organisation sociale à caractère tribal, l'individu est porté à déployer un effort psychologique pour la construction de son identité personnelle. En d'autres termes, l'identité collective n'exclut pas, à mon sens, la nécessité d'acquérir une identité propre. Elle sera liée à l'affirmation de soi au sein de son propre groupe social. Ayant étudié la tribu sud-américaine des Bororo, peuple d'Amazonie observé auparavant par Lévi-Strauss,
l'ethnologue américain Christopher Crocker remarque que cette société présente précisément une unité originale et homogène dans le temps et l'espace. Les institutions, les rituels et les mythes expriment clairement l'apport des éléments socioculturels. Par les attributs des totems Bororo, la tribu, dans sa structure sociale, définit aussi bien l'identité de ses groupes que de ses membres. La tribu Bororo distribue les noms de ses totems sur l'ensemble de ses groupes et ses membres, leur donnant ainsi une identité à la fois sociale et personnelle. Quant à la structure qui engendre les catégories symboliques à la fois de l'identité personnelle et sociale, elle contrôle également toute transaction avec le domaine de la nature, le monde du changement et du temps. Crocker in Lévi-Strauss 1977, page 172. Par l'attribution du nom, la structure sociale offre l'âme ou le nom de l'espèce à ses membres sociaux. Par la suite, les lignées consanguines sont brisées en unités sociales hétérogènes, dans une sorte de système classificatoire qui engendre et répartisse les identités sociales en mode hiérarchique. L'étude de la tribu Bororo a permis à Crocker de formuler 3 remarques. Tout d'abord, le clan du père, par son statut totémique, définit l'identité personnelle du fils. Par le lien entre le frère de la mère et la sœur du père, le fils acquiert à travers la valeur symbolique de son âme, une identité sociale au sens de la communauté, d'où son identité collective. L'acquisition d'une identité collective est la résultante d'une série d'identifications et de collaborations sociales, à la fois hiérarchiques et asymétriques. Au niveau des moitiés, ces relations catégoriques asymétriques se transforment par une série d'inversions en une situation où sur tous les registres, je est un autre, et un autre est moi, Ibidem page 179. L'individu acquiert désormais une série d'identités, à la fois propres et hiérarchiques. À ce propos, Jean-Marie Benoît, 1977, suppose qu'il y a 3 identités possibles propres à chaque individu social. L'identité de l'homme, l'identité du sujet et l'identité de la culture. La synthèse entre l'identité de la personne et celle de la culture donne lieu à une identité universelle à soi. La notion d'identité impose une stratégie de déconstruction de ce concept en ses occurrences multiples. Pour l'anthropologue Lévi-Strauss, l'identité est un mécanisme de reconstruction d'identités éclatées. Dans sa démarche critique, Lévi-Strauss considère l'identité comme une existence indispensable mais virtuelle. Ce serait dans la voie opposée à celle d'un substantialisme dynamique. Ce serait en considérant que l'identité est une sorte de foyer virtuel auquel il nous est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de choses, mais sans qu'il ait jamais d'existence réelle. Benoît in Lévi-Strauss 1977, page 332. Lévi-Strauss critique la notion d'identité dans sa forme substantielle. Il admet plutôt son existence virtuelle et théorique, en la qualifiant d'indispensable repère. Or, les rapports communautaires, parfois conflictuels, les revendications identitaires exacerbées, les affrontements entre les systèmes de valeurs, les tentatives de classification hiérarchique des cultures, tous ces phénomènes caractérisent notre époque surchargée d'identité. De nos jours, notre époque est marquée par la proclamation d'une identité universelle. L'anthropologue admet cependant l'écart indéniable entre les cultures, un écart qu'on ne peut pas négliger. Il semble que cet écart qui sépare les cultures les différencie et les distingue, donnant à chacune sa particularité. Ainsi, c'est effectivement cet écart entre les cultures qui différencie les identités de chaque groupe ethnique et social, et contribue à fournir une identité collective propre à chaque communauté. Cet écart différentiel est nettement observable dans un milieu interculturel caractérisé par la coexistence de communautés différentes dans un même milieu, et marqué par le paradoxe de la distance qui les sépare sur le même espace qui est censé les réunir. L'apport de la conceptualisation de Lévi-Strauss réside certainement dans son aspect critique par l'introduction des paramètres historiques, et l'insistance sur le fait que la durée de toute civilisation est limitée, et que la fin d'une époque historique est souvent marquée par une crise. Le fait de négliger les aspects subjectifs et de traiter de la question uniquement en termes historiques majeurs, risque donc de nier les signes cliniques impliqués et de réfuter une quelconque pathologie inhérente. De ce point de vue anthropologique, l'identité collective est une configuration partagée entre les membres d'une même communauté culturelle et de son organisation sociale. C'est l'image collective intériorisée des abstractions suprastructurelles.
Plus précisément, l'identité collective est une sorte d'élaboration d'une image reflétant les institutions sociales et les valeurs culturelles, et le fait d'intérioriser cette image partagée. Sur ce point, l'étude de la sociologie pourrait éclaircir cette notion d'image collective partagée par la communauté et intériorisée par l'individu. I1A2, point de vue sociologique. La sociologie appréhende la question identitaire en termes de collectivité. La place de l'autre, comme acteur dans l'interaction et participant dans la vie sociale de l'individu, est déterminante. Van Campenhout définit d'un point de vue sociologique l'identité collective comme ce en quoi l'individu se reconnaît et est reconnu par les autres. Dictionnaire 2001, page 251. L'autre contribue par sa simple présence à l'élaboration de l'identité collective de l'agent social. C'est l'autre qui définit l'identité collective de soi. Claude Dubar, 2002, a étudié la question identitaire sociale et professionnelle en évoquant la problématique des processus de socialisation. Tout en critiquant la conceptualisation d'une identité génétique qui suit le développement psychologique de l'individu, il propose de distinguer l'identité pour soi et l'identité pour les autres. Pour lui, l'identité est le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, société et institution, dans divers processus de socialisation qui conjointement construisent les individus et définissent les institutions. Dubar 2002, page 109. Selon Dubar 2001, l'identité collective se construit par l'interaction grâce au processus de socialisation. De ce fait, l'identité prend une dimension collective, celle de la société d'appartenance, et chaque individu en sera marqué par ses caractéristiques. Une crise d'identité est aussi une crise collective, elle est celle de la société dans son ensemble. Les travaux du socio-anthropologue Roger Bastide sur l'acculturation ont influencé plusieurs psychologues, dans le fait de considérer l'acte social indissociable du fait politique. Pour étudier cette question, Bastide introduit parallèlement les caractères sociaux, culturels et politiques. Il a essayé de faire la jonction entre ces multiples caractères dans l'explication des pratiques sociales. Les traces de cette pensée se manifestent clairement dans la conceptualisation de Camille Léry, lorsqu'il envisage d'examiner la question identitaire dans un contexte culturel complexe. Ce fondement théorique sert à examiner la question identitaire d'un point de vue interculturel. I1A3, point de vue de la psychologie interculturelle. Même si la psychologie sociale n'évoque pas le terme d'identité collective, en tant que notion séparée et élargie de l'identité sociale, les psychosociologues font la distinction entre ces deux concepts. En dehors des théories de Teifel et de Zavaloni, l'identité collective se différencie de l'identité sociale. En psychosociologie, la notion d'identité collective transcende le concept d'identité psychosociale et semble lui donner un autre sens. L'étude de l'identité dans un contexte caractérisé par des changements socioculturels remet en question la considération d'une culture conçue comme une structure. Cette nouvelle conceptualisation est aussi due à l'étude d'un contexte socioculturel marqué par la coexistence sur un même territoire géographique de plusieurs institutions culturellement différentes. Un tel contexte social implique des modes d'adaptation fondamentalement différents. Ce milieu exhorte à d'autres modalités d'intégration, dont les codes impératifs sont perpétuellement renouvelés. Par conséquent, un tel environnement marqué par de telles interactions sociales ne peut correspondre désormais à un cadre culturel défini comme structure stable. Les changements sociaux accélérés mettent souvent les modes d'adaptation et d'intégration en question. Ceci les place impérativement dans la contrainte de se renouveler. Ce contexte culturel semble plutôt correspondre à un système dynamique changeable et renouvelable. La nature du contexte social est déterminante. Elle est aussi sensible au milieu interculturel dans la formation de l'identité. Pour étudier la question identitaire dans un tel contexte socioculturel, les chercheurs en étaient amenés à adopter une approche renouvelée. Cette approche se centre sur l'étude du fait interactif dans un climat interculturel et considère l'acte social comme une relation intercommunautaire caractérisée par une dynamique sociale et culturelle changeable. Dans ce contexte, les interactions et les communications sociales deviennent interculturelles.
Une telle approche conceptuelle aspire à fonder un nouveau secteur des sciences psychologiques dont l'objet d'étude est la communication interculturelle, ce qui peut être nommé psychologie interculturelle. Une nouvelle approche méthodologique s'impose désormais. Étudiant les rapports possibles entre l'individu et la culture, Camilleri 1997 examine les implications socioculturelles dans le fonctionnement psychique, notamment dans la construction identitaire. Le rôle de la culture se manifeste à travers l'importance de tout système culturel pour l'individu se mesure au fait qu'il représente un enjeu central pour l'ensemble de sa construction identitaire. Camilleri 1997 page 43. Pendant le processus d'acculturation, l'apport des aspects culturels sur la psyché de l'agent social est considérable et même déterminant. Lorsque le processus d'acculturation remet en question son identité préétablie, l'individu déploie des nouvelles modalités d'adaptation. En situation d'acculturation, la question se porte sur la régulation psychologique possible permettant l'adaptation à un milieu multiculturel. Dans un milieu interculturel, on observe une quantité de positionnements différents, qui se traduisent par des manipulations diverses des codes de l'une et l'autre culture. Ibidem page 30. Il s'agit d'étudier donc les modalités d'adaptation à un contexte culturellement complexe. Le passage de ce cadre conflictuel à une régulation de la conduite dans un environnement interculturel suppose le déploiement de mécanismes de rééquilibrage psychologique. La différence culturelle qui marque tout milieu interculturel est une variable déterminante du mode relationnel et de la nature de la communication entre communautés. C'est aussi un facteur déterminant dans le renouvellement du mode d'adaptation déployé par chacun. Le cadre socioculturel détermine le mode interactif entre les groupes sociaux. L'intégration sociale est une question qui interfère avec la nature de la différence culturelle. La question identitaire se pose désormais dans son contexte socioculturel et interculturel. L'identité est aussi une culture. En situation d'acculturation, la communication avec une personne aux références culturelles différentes est devenue un acte de notre quotidien. La culture est aussi une organisation sociétale plus complexe et dynamique. Ceci dit, Camilleri et Casterstein, 1990, mettent l'accent sur la participation personnelle de l'agent social dans sa propre construction identitaire, à travers l'adoption de modalités d'adaptation appropriées et inventées. L'acteur social est responsable de la construction de sa propre identité collective. Pour ma part, toute situation interculturelle représente des articulations relationnelles complexes et souvent conflictuelles. Il est soutenable de penser qu'il est essentiel de rappeler que tout contexte interculturel est un milieu, par définition, asymétrique. Cette asymétrie peut expliquer, à mon avis, les tendances de domination de la part du groupe majoritaire et les réactions d'opposition de la part du groupe minoritaire. Les rapports conflictuels peuvent aussi exprimer en un certain sens des manifestations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.